Avec vous, Nouraddin Il-Boufker, et c'est la qualité de service dans les réseaux. Cette vidéo va traiter de la qualité de service structurelle, qui est une composante qui contribue à la garantie et éventuellement à la dégradation du niveau de qualité de service fourni par l'infrastructure. Par voie de conséquence, la qualité de service structurelle a un fort impact sur la capacité d'un fournisseur à respecter ses contrats et ses lois. Pour illustrer ce concept, considérons l'exemple suivant. Mohamed a faim et il est pressé par le temps. Il a ainsi choisi de commander une pizza auprès d'un restaurant de son quartier. Une fois la commande reçue par le restaurant, le service de production a préparé la pizza et l'a transférée au service de livraison. Comme il est de coutume, Ali est chargé de la livraison de la commande en utilisant son scooter habituel, rapide et bien adapté aux environnements à fort trafic de circulation. Malheureusement, en cours de route, le scooter tomba en panne. Une panne qui a par la suite conduit à la non-livraison de la pizza et par voie de conséquence au mécontentement et la non-satisfaction de Mohamed. Dans un contexte technique, la pizza est équivalente à des paquets voix sur IP à forte contrainte temporelle. Pour une bonne qualité de service, ces paquets voix sur IP devront être livrés dans un délai maximal de 150 millisecondes par exemple. Le respect de la dite valeur est tributaire de la disponibilité de l'infrastructure, d'accès, d'agrégation et de cœur réseau. Une disponibilité qui doit être cohérente avec le contrat de niveau de service établi entre le client et le fournisseur. Étudier la disponibilité de l'infrastructure relève de l'étude de la qualité de service structurelle. Un service permet la co-création de la valeur en reposant sur une infrastructure réseau. Ce dernier n'est autre qu'un ensemble de ressources interconnectées. Il est tout à fait logique que tôt ou tard, n'importe quelle ressource composant le dit réseau sera sujette à une panne. Ainsi, l'avènement d'une panne conduira à l'indisponibilité de la ressource et éventuellement à l'indisponibilité d'une partie du réseau, voire la totalité du réseau dans des situations critiques. Le retour à l'état fonctionnel de la ressource va nécessiter un temps dont la valeur est appelée Mean Time to Restore, ou bien le MTTR. Et le temps qui sépare de pannes successives sera appelé le MTBF, ou bien le Mean Time Between Failures. À travers ces deux paramètres, nous pouvons établir la formule de calcul de la disponibilité de la ressource comme étant l'MTBF divisé par l'MTBF plus l'MTTR. Et bien sûr, l'indisponibilité, ça sera l'MTTR divisé par l'MTBF plus l'MTTR. Jetons maintenant un coup d'œil sur le déroulement de l'opération de remise en service d'une ressource et des facteurs influençant son délai d'indisponibilité. Une fois la panne survienne, un premier temps est alors nécessaire pour la détecter. Par la suite, une ou plusieurs équipes sont alors mobilisées dans l'objectif de restaurer l'état normal de la ressource. Ces équipes devront alors procéder au diagnostic de la panne, à l'identification des causes probables, à la proposition de solutions, à l'adoption d'un plan de résolution de panne, au suivi de la réparation de la panne, puis à la restauration de l'état normal de la ressource. L'ensemble de ces opérations vont consommer plus ou moins du temps. Au-delà du point de restauration de la ressource, la ressource est alors remise en service. Le délai d'indisponibilité est donc égal à la somme des délais de détection, de diagnostic, de réparation puis de restauration. Jetons maintenant un coup d'œil sur la topologie d'interconnexion des ressources réseau et son impact sur la disponibilité d'un système. Pour cela, nous allons considérer les deux topologies les plus populairement utilisées, à savoir la topologie série et la topologie parallèle. Considérons un système composé de deux ressources, connectées en série, caractérisées respectivement par une disponibilité A indice A et A indice B. De l'algèbre des événements, la loi de Morgan nous permet de calculer la disponibilité du système comme étant la disponibilité de l'intersection. C'est-à-dire que pour que le système soit disponible, il faudrait que tous les sous-systèmes qui le composent le soient. Ainsi, la disponibilité de notre système sera égale au produit des disponibilités des sous-systèmes qui le composent. Dans notre cas, la topologie en série, comme on peut le remarquer, elle conduit à la dégradation de la disponibilité de tout le système.
Considérons maintenant un système composé de deux ressources connectées en parallèle, caractérisées respectivement par une disponibilité à indice A et à indice B. Là aussi, la loi de Morgan nous permet de calculer la disponibilité du système comme étant la disponibilité de la réunion. C'est-à-dire que pour que tout le système soit disponible, il faudrait que l'un des sous-systèmes le soit. Application numérique, pour A indice A égale à A indice B égale 99,9%, c'est-à-dire un temps d'indisponibilité égal à 8,8 heures par an, nous pouvons passer facilement à travers ce genre de topologie à une indisponibilité de 32 secondes par an, ce qui constitue un gain énorme, extraordinaire pour l'infrastructure utilisée et par voie de conséquence pour les clients et pour les utilisateurs. Ceci a une forte implication sur la conception des réseaux. En effet, nous pouvons nous baser sur la topologie parallèle pour améliorer la disponibilité de nos ressources. Ainsi, la première solution qui s'affiche est l'utilisation d'équipements de backup permettant de prendre la relève lorsque l'équipement principal devient indisponible. La deuxième approche consiste en la redondance des modules de processing, de switching, d'alimentation et ou de ventilation. Puis, l'autre solution peut consister en la distanciation géographique des équipements, de sorte à éviter qu'un incendie, par exemple, ou bien une inondation ou un vandalisme ne puisse impacter en même temps l'équipement principal et l'équipement de secours. Il y a même des fournisseurs de services critiques qui peuvent même aller jusqu'à l'installation de l'infrastructure de secours sur une plaque tectonique différente de celle où est installée l'infrastructure principale. C'est clair, c'est pour éviter l'impact des tremblements de terre. En plus de la redondance de ces équipements, et des modules qui les composent, l'architecte réseau peut aussi opter pour la redondance des liens d'interconnexion, comme l'agrégation des liens et comme l'utilisation de couches 2 de type MLPPP. Ceci, bien sûr, est sans oublier la mise en œuvre de solutions logicielles permettant d'assurer l'échange d'informations nécessaires pour assurer la relève entre ressources principales et ressources secondaires. Dans ce contexte, nous pouvons signaler l'apport des protocoles STP, VRRP, HSRP, GLBP pour l'amélioration de la disponibilité des réseaux. Les dernières pistes d'amélioration de la disponibilité des ressources sont articulées autour de l'organisation adoptée, notamment est-ce qu'il s'agit d'une organisation horizontale, agile, où l'information circule avec fluidité, ou bien d'une organisation bureaucratique de type vertical, par exemple. Les technologies utilisées pour la détection, le diagnostic, la réparation et la restauration jouent un rôle majeur dans la structuration de la gestion de la disponibilité. Aussi, l'actif organisationnel en termes de processus, de procédures à suivre pour la résolution des pannes contribue aussi à l'amélioration. Aussi, il est à signaler que le facteur humain est d'une forte importance pour l'amélioration souhaitée. En effet, l'organisation doit disposer de ressources humaines motivés, formés et responsables. Et finalement, les fournisseurs et partenaires contribuent aussi de façon extraordinaire à la préservation de la disponibilité de l'infrastructure conformément aux exigences et c'est là des clients. Finalement, il ne faut pas oublier que l'amélioration de la disponibilité est un processus associé à un coût non négligeable qui peut conduire parfois les architectes à sous-estimer son apport. Toutefois, au-delà du simple coût direct de maintenance, il faut tenir compte des coûts générés par l'indisponibilité du matériel. Coûts de perte de production, pénalités, notoriété, coûts de sous-traitance, amortissement non couvert, main-d'œuvre inoccupée et ainsi de suite. Parfois, on ne se rend pas compte que certaines économies peuvent coûter très cher à l'entreprise. Il est de ce fait conseillé de trouver une balance entre les coûts investis et les pertes évitées. En guise de synthèse, nous avons vu que la qualité de service structurel est fortement corrélée au contrat de niveau de service SLA et que les pannes sont inévitables. Néanmoins, les architectes réseau disposent d'un certain nombre de solutions d'amélioration qui, une fois utilisées, peuvent leur permettre d'honorer les engagements du fournisseur tout en optimisant les coûts associés.
Cette vidéo prend fin. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, Inch'Allah, où nous allons traiter un autre concept de la gestion de la qualité de service dans les réseaux IP.